Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Bienvenue pour votre information. J'espère que vous allez bien. Même si ce ne sera pas une grosse année de manteau sur le lit et de bottes dans le bain, évidemment, quand même, on pourra célébrer Noël. Puis on va vous y préparer avec nos prochains invités aujourd'hui, avec notamment la présence de Eduardo Dacosta, directeur général de TV Laval. On fera un bilan de l'année 2020, entrevoir un peu les orientations pour 2021. Il y a Vicky Volikakis qui viendra nous faire boire, qui donnera nous des idées donc de vin et des suggestions d'apéro pour la période des fêtes. Aussi, le cinéma. Comment s'est-il comporté ce domaine? Comment va-t-il aussi s'orienter pour 2021? Il y a Nicolas-Vincent Poirier qui viendra nous parler en ce sens. Peggy Bellin également qui nous donne sa chronique bien-être. Comment vivre de Noël de façon différente? Il y a Isabelle Dominique Cros, notre experte fitness, qui a rencontré la journaliste, mais aussi elle qui est passionnée d'efforts physiques et d'entraînement physique, Anne Lovely Étienne, un peu plus tard. Aussi, on bavarde avec une autrice, compositrice, interprète de musique du monde, Justine Quetzal, et un chef qui se dit imposteur. L'imposteur culinaire, qui est-il? Vous le saurez un peu plus tard. Je vous souhaite une excellente émission. C'est un nouvel album qui est disponible, son deuxième en carrière pour cet artiste qui provient du Québec, mais qui réside maintenant aux États-Unis avec son conjoint. Et on l'a joint d'ailleurs par, évidemment, la technologie pour faire, entre autres, un brin de conversation sur cet album du nom, donc, The Breath of Healing. C'est Justine Quetzal qui est là. Salut! Salut! Comment ça va? Ah, ça va super bien. Presque un mois après la sortie de mon album, et ça va super bien. De la neige en arrière, t'en as plus chez toi que chez nous au Québec, ou presque, là, à Laval. Oui, on est dans les montagnes du nord de l'Idaho. C'est super beau en ce moment. On a la belle vue des montagnes à partir de notre maison. Je me plains pas. Vraiment, je suis content de faire découvrir ta musique, justement, qui nous fait voyager, c'est le cas de le dire, dans les montagnes ou dans l'endroit qu'on veut avec ta musique, je trouve, du monde, mais qui porte réflexion. Parlons-en, attaquons ce sujet-là, cet album-là. Mais tout d'abord, pourquoi? Parce que, sachant que ton nom, c'est Justine Bouchard-Bernard, tu proviens de la grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pourquoi tu as embrassé le nom d'artiste de Quetzal, de Justine Quetzal? Premièrement, j'ai beaucoup voyagé en Amérique du Sud. Je connecte beaucoup avec les oiseaux. Ça fait un peu partie de mes inspirations. Puis, j'arrivais pas vraiment à choisir en Bouchard, Bernard, puis avec l'anglais, tout ça, et l'espagnol, et d'avoir différentes audiences dans différents pays. J'ai comme décidé de trancher, de choisir un nom d'oiseau qui m'inspire beaucoup, qui est un emblème assez symbolique en Amérique du Sud et aussi au Costa Rica et tout ça. Ça m'inspirait. Puis, quand même, je garde mon nom Bouchard-Bernard pour toutes mes autres choses. C'est vraiment juste pour ma musique. Je trouvais ça plus facile pour les gens de me trouver. Puis, ça donne un peu le côté musique du monde ou musique médecine. Ça nous amène dans cet univers. Ta musique, entre autres, et ton chant, ton talent vocal, je lisais que tu l'as trouvé un petit peu par hasard il y a à peine quelques années. Mais ce qui, quand même, quand on pousse plus loin puis on regarde ton curriculum vitae, même si tu es encore très, très jeune, tu as étudié en littérature à l'université, donc du côté de Chicoutimi. Mais quand même, déjà, d'avoir un sens littéraire, on le sait que dans une chanson, dans une pièce musicale, il y a évidemment un sens aussi poétique, littéraire également. À quel point, justement, ta formation scolaire t'aide dans l'écriture de chansons? Ah, c'est une bonne question. Je pense que ça m'aide toujours un peu en arrière-plan parce que oui, j'ai toujours eu une facilité pour les langues. Je pense que c'est pour ça que j'ai étudié en lettres à l'université. C'était tout le temps un peu ma force, les langues, les traductions. Puis quand je reçois une chanson, moi, je reçois la mélodie. J'entends pas nécessairement les paroles tout de suite. Je vois comme une mélodie. Puis le travail d'écriture vient un peu après. Quelle histoire je veux raconter. Puis souvent, il va y avoir deux langues dans la même chanson. Ouais. Donc, c'est intéressant d'aller travailler avec les traductions. Puis je pense que mes études viennent un peu m'appuyer à ce niveau-là dans l'écriture. Et justement, on vient de bavarder sur
de la façon dont tu écris. Bon, je faisais référence évidemment à tes études, mais bon, tu déploies plusieurs langues sur tes albums, dont ton plus récent, dont il est sujet de discussion. Comment tu en arrives à choisir une langue pour donc aller sur une mélodie? Parce que c'est quand même pas banal, là. L'anglais, français, je pense que le portugais, l'espagnol, tu maîtrises plusieurs langues, là. C'est assez incroyable. Ouais, ben c'est ça que j'ai beaucoup voyagé. Puis la mélodie, quand je la reçois, je me pose pas vraiment la question, c'est quoi la langue au début. J'essaie de juste recevoir la mélodie sans nécessairement mettre de mots. C'est juste un univers mélodique, puis après, je commence un peu à rentrer en contact avec l'histoire. Est-ce que c'est un rythme un peu plus espagnol ou le portugais que moi, je trouve super romantique. J'ai beaucoup de chansons d'amour qui sont en portugais. L'anglais, qu'on sait, c'est une langue qui communique un message directement. Le français, qui est poétique. Donc, je pense que je reçois un peu la mélodie, puis après, la langue vient se clarifier. Puis mes études en littérature, justement, viennent appuyer cette démarche. Je pense que d'avoir étudié un peu des principes de littérature viennent justement aider à ce niveau-là d'écriture. À choisir la langue, justement, qui peut aller de façon peut-être plus profonde, exprimer ton désir ou ton message derrière ces chansons-là. Et je me disais, tu as dit, j'ai fait beaucoup de voyages. C'est pas évident quand même de trouver son identité. Et des fois, on dit souvent qu'on part en voyage pour une quête d'identité quand on est dans la jeune vingtaine dont tu es issu. Est-ce que justement, c'est plus difficile de trouver son identité musicale, artistique ou personnelle? Bonne question. Moi, je pense que ça m'est vraiment venu ensemble. Je pensais jamais avoir ce talent-là, mais en rencontrant des gens qui m'inspirent, je me suis rendu compte que le chant ou la musique, c'était pas nécessairement juste pour les gens sur une scène. C'était quelque chose qu'on peut tous avoir. C'est un bien-être ou quelque chose qu'on peut tous participer. Donc, on dirait que j'ai un peu dissous la barrière qui m'empêchait de me rendre vers ce rêve-là parce que j'ai toujours voulu chanter, mais je me disais « Oh non, il faut avoir la technique et tout ça. » Puis en voyant d'autres gens, ça m'a vraiment inspirée, puis ça m'a aidé à me trouver, à trouver ma voix et à ne pas me juger parce que j'ai pas de technique là-dedans. On a toute une voix, on a tout un message à communiquer et j'ai pas à me juger, je peux le faire juste pour le plaisir. Puis ça m'a amené ailleurs, un peu plus loin parce que j'ai voulu pousser plus loin. Puis le yoga m'a beaucoup aidé aussi parce qu'en travaillant des techniques de respiration, en travaillant les postures, je me suis rendu compte que ça aidait ma voix. Ouais. Fait que ça a été un peu comme la porte d'entrée vers une technique qui n'a pas été enseignée de l'extérieur, mais qui m'est venue de l'intérieur. Sauf qu'on dit souvent, justement, quand ça part de nous, que c'est pleinement, on embrasse pleinement justement ce qu'on veut dire, ce qu'on veut exprimer par une démarche artistique. C'est l'authenticité, je pense que se rend et ta qualité d'interprète, évidemment, auteur, compositeur, interprète, mais ta qualité d'interprète s'en trouve, j'imagine, rehaussée. Ça amène du relief parce que ce que tu exprimes, c'est l'authenticité pure et simple, finalement, là. Vraiment. Puis je pense qu'en studio, je travaille avec une personne que je fais beaucoup confiance, John Alevisakis. Il est originaire de Toronto, mais il reste maintenant en Californie. Puis avec lui, je me sens bien. Je sens que je peux atteindre cet état d'authenticité. Puis des fois, je le ressens pas. Puis la différence, elle est majeure entre me sentir bien et de juste communiquer ma passion sans avoir la pression extérieure ou une pression de performer. Puis il y a d'autres journées que je me sens moins bien. Puis non, on efface ça, puis on retrouve tout le temps, c'est ça, ce côté-là relax, qui partage sans avoir, de pression de performer nécessairement, là. Bien, c'est un sentiment de bien-être, en tout cas, que j'ai éprouvé. Je pense que c'est ça que tu veux lancer aussi en général avec ta musique, en écoutant Breath of Healing. Puis ces jours-ci, en période de pandémie, puis durant les jours qui s'en viennent, puis ici au Québec, puis tu as peut-être suivi ça de l'extérieur, mais évidemment, on sera confiné pour la période des fêtes, malheureusement, le jour de l'an aussi, Noël. Donc, je pense que ça peut être un beau passeport musical pour nous accompagner durant les jours qui s'en viennent. Justine Quetzal, merci beaucoup de nous avoir parlé, puis de joyeuses fêtes, puis de beaux projets avec ton projet, de beaux succès avec ton projet, vraiment. Je trouve que c'est très, très bon. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à l'émission.
On veut célébrer Noël quand même cette année, malgré ce qui arrive. On le sait, au moment d'ailleurs de pouvoir se jaser, ma chère Peggy, ou je devrais peut-être te renommer Lutine, comment? Candy. Candy. Lutine OK. Candy. Oui, je fais du bruit en plus, je sais pas si vous entendez. Là. Puis j'ai même les pantoufles, en fait. Là. Il y a encore l'étiquette d'ailleurs oui, que tu l'as acheté. Ça prouve que ça fait pas très longtemps Non, que j'ai été magasinée. Merci quoi, Ardennes, c'est ça? Ou... Oui, Ardennes de la place Rosemère. OK. D'ailleurs, la place Rosemère, c'est tellement un beau centre commercial. Puis aussi à Laval, là, on est chanceux de rester à côté du Carrefour Laval puis de la place Rosemère. Mais au-delà de ça, toi qui as des enfants, puis peut-être pour les familles qui nous écoutent, il faut user de créativité. Parce que, tu sais, il y en a qui disent « Ouais, Noël n'aura pas lieu ». Non, non, Noël va avoir lieu. On a juste à se donner des munitions, on a juste à se donner vraiment d'être créatif, des idées pour être capable de célébrer cette année. Puis justement, quelles idées tu veux nous donner en Oui, partant? bien en fait, moi, ma première idée, je me disais, comme c'est pas un Noël traditionnel, c'est un Noël où, évidemment, on verra pas certains membres de la famille, certains amis. Puis nous, on expliquait à mon garçon, il y a 6 ans, que le Père Noël, il pouvait pas passer cette année, donc qu'il y avait des amis, puis que les cadeaux allaient être là, mais tu sais, le Père Noël viendra pas parce qu'il faut qu'il se protège, il pratique la distanciation sociale. Ah, c'est bright, parce que ça, dans les intelligent. centres d'achat, on le voit pas, le Père Noël. Ouais. Mais on peut faire des visites virtuelles. Tout à Ça, fait. c'est super beau, là, si vous avez pas vu ça avec les enfants. Là, je On peut vous quand dis, même écrire au Père Noël aussi. oui, on le peut Père lui Noël, écrire. on peut lui écrire. Il va envoyer un retour sur notre liste de Oui. Noël. Donc, l'idée est venue de faire ma chronique sur des manières de célébrer Noël pour apporter une petite touche magique. Tu sais, Noël, là, c'est l'amour avant tout. Ouais. C'est pas les cadeaux, c'est pas nécessairement boire beaucoup d'alcool ou avoir beaucoup de nourriture. Moi, je pense que c'est vraiment l'amour. La C'est ça qualité, qu'on le temps de retient, la famille. qualité. Et moi, j'ai décidé qu'à Noël, j'allais me déguiser en lutine. OK. pour T'es que- convaincante en lutine. Oui. Oui. pour que mes enfants rient, puis qu'on va tous s'habiller en pyjama. Tout le monde va être en pyjama, en fait. Puis j'avais d'autres petits trucs pour vous à la maison pour vous aider à être originaux. Si vous... Oui. Tu as des statistiques, je pense, parce que, tu sais, Oui. on dit souvent que, tu sais, quand tu parlais de temps de qualité, certes, mais aussi, tu sais, de pas Peut-être faire tant que ça attention. consommer. Là, Faire attention à notre portefeuille. On va être honnête, là. Est-ce que toi, tu as fait partie de ceux... J'ai comme l'impression autour de moi que les gens, parce qu'on vivait pas un Noël traditionnel, qu'on s'est tourné vers la consommation. D'un côté, ça fait du bien au commerce, aux commerçants qui en ont besoin, mais d'un autre côté, notre portefeuille à nous autres, c'est... Ça fait très mal. Ouais. Mais moi, honnêtement, c'est le contraire. C'est l'année où j'ai le moins magasiné pour Noël. OK. Justement parce que je voulais me centrer sur les valeurs. Donc, je ne rentre pas dans ces OK. chiffres-là. Mais dans les 5 trucs, j'ai 5 petits trucs là, pour vous aider à célébrer un beau temps des fêtes. Tout d'abord, on peut organiser une rencontre virtuelle. Je sais qu'on en parle beaucoup, Ouais. là, mais le fameux Zoom, Teams... Prenez votre tablette, votre téléphone, puis le soir de Noël, allumez-le. Puis même si vous ne parlez pas tout le temps, bien, mettez-le. Si vous êtes 4 dans votre famille, bien, votre mari a un téléphone, vous avez un téléphone, vos 2 ados ont un téléphone, laissez-le jouer. Tu sais, on va voir les parties de Noël de tout le monde. Mais aussi, ben exactement. Puis, tu sais, admettons que, parce que tu sais que tu le sais comme moi, là, que oui, Père Noël apporte les cadeaux, mais que les grands-parents ont le droit d'apporter un cadeau aussi. Oui. Fait que là, tu sais, pour voir nos grands-parents, on a juste à justement se parler par tablette. Oui. Puis là, quand votre enfant déballe le cadeau, tu le On mets sur la tablette, puis on interagit. interagit ensemble pendant. Fait que, il va... Puis on voit les beaux yeux illuminés des enfants. Deuxièmement, ça, c'est mon petit côté bénévolat. Lancer une collecte de fonds pour une cause qui vous tient à cœur. Avec les réseaux sociaux, c'est super facile. Vous pouvez choisir une cause, puis tout simplement le publier sur votre page Facebook. Ça va faire chaud au cœur. Ouais. Puis les gens ont envie de redonner. Il y a des causes qui ont vraiment besoin d'aide. Ben, l'appel à la générosité se fait sentir doublement durant la période des fêtes. Puis on l'a vu, la dernière campagne, on a eu beaucoup de monde dans notre émission de différents organismes lavallois qui ont fait des campagnes pour confectionner, entre autres, des paniers de Noël. Puis on a vu la générosité qui a été... vraiment, les gens ont contribué doublement cette année. Oui. Puis aussi, envoyer une carte virtuelle. On y pense pas, mais envoyer une belle petite Ouais. carte virtuelle. Mais, ça peut être virtuelle, intéressant. mais je sais que ça va être peut-être un peu mitigé comme peut-être réception, mais au pire, laissez-la pendant 48 heures en quarantaine, mais écrire une carte à la main. Tu sais, quand tu dis les valeurs, T'as le temps de raison. qualité d'écrire, Oui. je pense que de prioriser ça Oui. aussi cette année, de prendre le temps d'écrire un mot. C'est vrai. Pour, tu sais, de moins en moins, on prend le temps de le faire. Puis je trouve que son sens le retrouve Oui, davantage puis maintenant. tu as raison dans ce que tu dis parce que je les conserve, ces cartes de aussi. Noël-là, moi. Donc, effectivement, virtuel, mais je vais opter pour ton option, vraiment. Ben, je l'ai fait cette année, puis j'ai pris la peine d'envoyer beaucoup de cartes là, cette Ouais. année. Puis je me suis dit, tu sais,
plus jamais je vais attendre une pandémie. Je veux dire, dans le sens que, tu sais, l'an prochain, je me compte, peu importe le contexte qu'il y aura, je vais le faire encore. J'ai vu la signification, l'importance que les gens et le sourire que ça affichait à ces personnes-là à qui je les ai envoyées. Exactement. Peut-être les confectionner avec les enfants, les cartes, on peut faire des aussi, dessins, bricolage. Et du temps dans notre maison, ça veut dire le temps de cuisiner, écouter de la musique, regarder des films de Noël. Tu sais, le fameux Maman, j'ai raté l'avion, c'est un classique. Sapin des boules. Le sapin a des boules. À tous les ans, je regarde ces films-là et ça fait du bien. Et t'as pas un rôle dans un... Il y a beaucoup de lutins, là, les Chroniques de Noël 2, là, présentement sur Netflix. T'as pas un rôle là-dedans, je t'ai pas vu. Non, je devrais auditionner la prochaine fois, c'est une bonne idée. Probablement, en tout cas, t'as le profil. Et mes chiffres. Attention, j'ai été voir sur Statistique Canada. OK. Je voulais savoir combien... Les chiffres qui datent de quelle année? 2016. C'est les derniers chiffres que j'ai trouvés. Et je voulais savoir comment coûtait Noël. En fait, premièrement, si vous voulez lancer dans une industrie dans le temps des fêtes, c'est l'exploitation, la production d'arbres de Noël. Ça rapporte 77,6 millions de dollars. On parle vraiment d'arbres temporaires. Ouais. C'est assez extraordinaire. Et maintenant, j'ai été voir les différentes catégories d'achat. Ouais. Dans quoi les gens consomment, on fait un cadeau. Électronique, laisse-moi... Je suis sûr l'électronique, c'est 459,9 millions de dollars. J'en fais partie cette année, là. Qui est en fait investi dans les cadeaux. 417,8 millions pour les jouets et les jeux électroniques. Et les ordinateurs uniquement, on a un chiffre isolé, 274,9 millions. Et là, ça, c'est sûr que je te dis que j'avais pas magasiné, là, mais tout ce qui est cosmétique, parfum, 154,8 millions de dollars. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que il y a une tradition de Noël qui date de nos grands-parents qui disait que les enfants qui ne sont pas sages, on met un petit morceau de charbon. Et attention, dans le temps des fêtes... C'est quoi, tu fais ça avec tes enfants, toi? Non, mais Statistique Canada a répertorié les chiffres et attention, on vend 60 millions de tonnes de charbon dans le temps des fêtes. Ah oui, encore? Faut le savoir. Je pensais que c'était autant de l'orange dans le bas de Noël. Moi, là, non? Moi aussi, je pensais que c'était pas assez date, mais non, ça perdure. Le catalogue Souci. Distribution consommateur. Oui, c'est de mon époque. Hey, moi aussi. Hey. J'adorais ça, moi, le catalogue Sears, là, j'entourais les jouets que je voulais. Ça me manque, ça, c'est vrai. Et pour terminer, le dernier, mais non le moindre, les fameux poinsettias. Oui. On en vend pour 6,5 millions de dollars. C'est fou, c'était phénoménal. Bref, faites attention à votre consommation tout de même, parce que vous voyez, on peut se laisser vite emballer. Et oui, et moi, je te dis à très bientôt pour, encore une fois, avoir une chronique où on pourra te déballer à nouveau. Oui. Puis bon temps des fêtes, à toi de la santé, du bonheur et beaucoup d'amour. Ben, toi aussi, puis merci encore d'être passé. Ma lutine candy préférée. À bientôt. Chaque fois qu'elle arrive, les bras chargés, on est tous contents. Elle sème le bonheur. La sommeuse de bonheur, je pourrais te rebaptiser comme ça, Vicky Volikakis. Merci d'être là. C'est plaisir. Avec nous, bien sûr, sommelière, aussi représentante aux ventes pour Select 20. Tu as 3 découvertes à nous faire, dont une nouveauté que j'ai hâte aussi de déguster un peu plus tard. Mais tout d'abord, comment as-tu construit donc ta démonstration aujourd'hui? Alors, qui dit fin d'année dit festif. Qui dit festif, même si c'est le confinement, on se gâte, hein? Exact. Et puis, ben, on peut se payer des bonnes bulles sans que ça nous coûte Puis toi, tu as cette façon de voir les choses. C'est que parfois, on voit les bulles comme étant un événement festif, c'est-à-dire, tu sais, la nouvelle année, un mariage. Mais toi, il n'y a pas de moment. Ça peut être n'importe quand dans la soirée. Là. Exact. Un peu même dans la journée. Je vous explique un peu ma philosophie des bulles. Vas-y. C'est que pour moi, par exemple, ici, on a le cava de Faustino, cava brut qui a été fait pareil comme un champagne, mais on n'oublie pas qu'on ne peut pas appeler champagne ce qui ne vient pas de Champagne. Ici, on est en Espagne, on est au nord de Madrid, dans la Rioja, avec le cava brut. Et moi, cette bulle-là, je l'utilise, en fait, toute bonne bulle, je les utilise soit à l'apéro, en entrée, en plat, en dessert et même en brunch. En brunch? Oui, puis même aussi en cocktail. Alors, comment maximiser un produit? Voilà. Bien, et d'ailleurs, quand tu parles de, par exemple, comme en repas principal, est-ce que ça s'amalgame avec des poissons, avec tout à fait. Essentiellement? On va y aller plus avec des poissons, viande blanche comme le poulet, les sushis, ça pourrait être super bon. Puis, hey, du poulet frit.
Ça pourrait être aussi, excellent. Aussi, oui, oui. Il n'y a pas de limite, finalement, à ce qu'on peut découvrir. Est-ce qu'on peut le retrouver, par exemple, à la SAQ pour les produits aussi que tu nous parles aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai fait exception aux autres fois que je vous apportais juste des produits de SAQ. Alors, aujourd'hui, j'ai apporté des vins d'importation privée et un produit de SAQ. Alors, l'importation privée, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec justement, ça, là, ouais. Parce que c'est facile, c'est tout simple presque que de se rendre à la SAQ. C'est pas plus compliqué dans les faits. C'est pas compliqué. Il faut juste que vous contactiez un agent ou une agente, comme moi. Ouais. Je suis là. Et puis, en fait, c'est que les vins sont tous entreposés à la SAQ parce que c'est le monopole, c'est le seul endroit qui peut distribuer les vins. Et puis, l'importation privée ne se retrouve pas sur les tablettes de la SAC. Et raison de plus pourquoi les gens me contactent justement en période des fêtes ou pour des raisons, soit offrir des cadeaux, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas scanner la bouteille et trouver le prix. C'est impossible. Et selon la personnalité du buveur, du consommateur, toi, dans le fond, tu peux trouver des belles opportunités, des bons fits, je vais me permettre l'espagnol, pour pouvoir agrémenter les soirées, les soupers qui s'en viennent des fêtes. Là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, on respecte les budgets des gens, puis on y va aussi dans les goûts des gens. Fait que c'est vraiment le fun. On fait un service conseil téléphonique parce qu'évidemment, avec le COVID, on ne peut pas faire de dégustation et tout, mais on trouve... Et si tu as encore le temps, c'est ma question. Là. Mettons, moi, je veux d'ici, parce qu'il ne reste plus grande journée avant le temps des fêtes. Là. Il ne reste plus grand temps, mais... tu sais, comme dès que vous pouvez, contactez-moi, puis on va essayer de faire, dans les mesures du possible, de vous livrer avant Noël, parce que aussi on a des restrictions avec la disponibilité de l'accès aux produits vu les horaires des fêtes à la SAQ. Et puis aussi, il y a sans doute déjà beaucoup de commandes qui ont été placées, fait que l'inventaire baisse aussi de plus en plus, évidemment, vu qu'on s'y rapproche. Quand même. On ne mourra pas de soif cette année, c'est sûr. Je pense pas non plus, surtout qu'on a le goût de boire. Ça, c'est une évidence. Et là, si on y va, on se dirige vers le deuxième produit, d'ailleurs, dont on a des bonnes coupes. Merci de me l'avoir bien fourni, bien garni. Hein? D'ailleurs, quelle est la personnalité de ce vin-là que tu nous présentes? Alors, le Smoking Loon Unoaked Chardonnay, donc Unoaked qui veut dire non boisé. On est en Californie. C'est un très beau chardonnay, majoritairement 89 chardonnay, avec un peu de chenin blanc et un petit peu de viognier pour accompagner notre vin. Je me permets une parenthèse. On parle beaucoup des vins californiens sur les Cabernet Sauvignon, les vins rouges, mais on dirait que peut-être que c'est moi qui peut-être est moins attentif, mais les produits de vins blancs californiens, on dirait que j'en entends moins parler. Pourtant, ça semble être populaire, de plus en plus désiré. Très, très populaire. En fait, c'est juste parce que des fois, il y en a qui sont plus partis sur « moi, je bois que des rouges », il y en a qui boivent que du blanc. Okay. Et puis ici, c'est le fun parce que, il y a toutes sortes de types de chardonnay. Justement, ici, on précise le non boisé parce que si on va sur un chardonnay boisé californien, ça va être très beurré, vanillé, brioché, plus rond. Tandis qu'ici, on est sur quelque chose d'un peu plus sec, qui va être, oui, des notes de fruits tropicaux un peu brioché, mais c'est très subtil. J'aime aussi le côté minéral de ce vin. Entrée, apéro... Oui, alors... on va pouvoir aussi l'utiliser en apéro, en entrée, qu'en repas. Et puis, on pourra l'accompagner, pourquoi pas, avec de la dinde. Justement, ça va être le temps là, pour ceux qui aiment se faire la traditionnelle dinde. Et puis, il va en rester longtemps, fait qu'on peut en boire en masse du vin. Il va en rester en masse. Donc, oui, si tu nous le présentes, là, on le regarde. On voit qu'il est limpide. Et puis, ensuite de ça, on fait un premier nez. Oui. On sent un petit peu les fruits tropicaux, fruits jaunes, un genre de ananas confit, abricot confit. Oui. Puis ensuite, là, on peut s'amuser à le brasser un peu pour le deuxième nez. Tu avais dévoilé la technique la dernière fois. Je vais essayer, tu m'en as mis pas mal. Je vais essayer de ne pas le faire voler ça. De la vague. Ouais. Alors, on retrouve un peu les mêmes notes qu'au début. Puis je trouve qu'il y a un petit côté minéral qui s'est ajouté à ça. Et puis là, la plus belle partie, on déguste. Merci. J'y étais déjà depuis longtemps. Ouais, mon réalisateur Alain va aimer ça. Ça va vraiment aimer ça parce qu'il est vraiment très, très bon. Et là, il me reste plus beaucoup de temps. Je vais tout de suite me diriger vers le Brasin. Toujours en Californie, région Lodi, Brasin, Zinfandel, Haute-Vigne, donc vieille vigne en moyenne 70 ans d'âge. Les vignes sont faites en taille gobelet, comme on retrouve à Châteauneuf-du-Pape. J'ai eu la chance d'aller fouler les vignes là-bas, d'aller au pied des vignes et déguster ce vin-là. C'est très bien pour accompagner vos bonnes viandes fruitées, fruits rouges, fruits noirs, légères épices.
un petit côté gourmand, pas trop corsé. Ça va être vraiment parfait pour des bonnes viandes. Ouais. Comme un ragoût de bœuf, même des côtes levées. Okay, moi, en tout cas, je le mets dans ma liste parce qu'il a l'air forcément très, très bon. Parce que les produits californiens, tu piques ma curiosité. Je vais, la prochaine fois, quand je vais me rendre, par exemple, dans une SAQ, je vais passer, comme je disais, j'étais plus tourné vers le rouge, quand il est question des vins californiens. Alors, très, très intéressant. Rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute, mais quand même, je voulais te demander, pour 2021, les vins, est-ce que avec l'année 2020, parce que ça a été dur quand même pour plusieurs vignobles à travers le monde, veut pas, est-ce qu'on se dirige vers quelle année, si on fait un aperçu pour 2021? Du peu que je sache, je sais que l'été a quand même été une belle été pour beaucoup de vignerons. Je pense qu'on aura des beaux vins. Ce qui a été plus difficile, c'était surtout la production de « ils travaillent pas, vu le COVID ». Alors, on va souhaiter que 2021, on fonctionne à plein régime. Voilà. Eh bien, très intéressant. Donc, on peut trouver toutes ces informations au bas de l'écran, adresse et autres. Vicky Voulkakis, de joyeuses fêtes. Merci. Et merci d'être avec nous toujours. Donc, évidemment, je rappelle, Suisse Sommelière, représentante donc, aux ventes pour le groupe Select Vin. Merci. Merci, un plaisir. Là, j'ai mon boss. J'ai mon boss avec moi, fait qu'il faut que je fasse bien ça. C'est le directeur général donc, de TV Laval, donc Eduardo Dacosta. Merci d'être là, Eduardo. Ça fait plaisir, puis pas vraiment ton boss. T'as rien à craindre, tu fais vraiment du bon boulot. Je sais, merci. Tu nous fais une fière chandelle de travailler encore cette année avec nous autres, parce que ça va de mieux en mieux ta carrière. On t'entend, puis on te voit partout. Merci. Bravo. Merci de la confiance. J'apprécie beaucoup, Eduardo. 2020, ça a été difficile pour tout le monde. Puis pour TV Laval ici, le bilan de l'année, comment ça se traduit? En fait, si on regarde, on a fini notre année financière. Ça a été notre meilleure année financière depuis, ça va faire 6-7 ans que je suis ici. On a fini par faire le rattrapage qu'on devait avoir. Puis on a été beaucoup aidés par les gouvernements. La Ville nous soutient encore, mais plus précisément, dans le temps de la COVID, tout ce qui est arrivé, on a eu le droit à des subventions salariales qui nous ont quand même, on a bien fait, là, tu sais. Okay. On a quand même bien fait. Ça a été vraiment difficile. Ça a été difficile parce que nous, nos locaux sont quand même petits. Donc, au niveau de la distance, au niveau de... Ça prend des investissements quand même pour assurer de respecter les règles sanitaires. Absolument, absolument. Puis quand tu veux continuer à donner, tu vas avoir des invités de qualité. Les gens ont quand même peur. Puis c'est pas juste dans le studio, c'est dans l'entrée quand ils arrivent. Les gens ne doivent pas se croiser. C'est vraiment sérieux comme histoire, toute le COVID. Puis on a dû travailler fort, puis on travaille encore très, très fort pour y arriver. Bien, je vous vois travailler, là, puis je le vois, ce qui a été fait, puis ce qui est fait aussi au quotidien, là, par semaine aussi, hebdomadairement, pour justement être capable de maintenir un contenu de qualité. Ouais. Puis tu sais, parlons-en, parce que, justement, ce contenu de qualité-là, malgré des coupures de Vidéotron... Ouais, cette année, c'est encore effrayant. Vous avez quand même réussi à avoir du contenu puis des émissions locales produites ici à Laval. Là. Ça, c'est important de le dire aussi. Là. Puis ce qui est important, c'est que je crois... On a eu des grandes discussions. C'est sûr que Vidéotron, la coupure majeure, c'est plus de 50 de notre budget qui a été coupé. Mais il va falloir tu sais, on a le bingo, nous autres, qui peut nous aider. Il va falloir, on en reparlera un petit peu tantôt. On a eu des grandes discussions avec Ville de Laval. Ville de Laval, de plus en plus, comprend l'importance d'une télé communautaire. Tu sais, si tout le monde est rendu sur Facebook, tout le monde est rendu, mais sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de gens encore. On a 450 000, presque 460 000 habitants à Laval, On a des résidents. Ouais. Et là-dedans, il y a habitent à Laval aussi. Là, mais là-dedans, il faut se dire, il y a plus de 275 000 câblés qui ont accès à la télévision MaTV Laval. Ouais. Et de plus en plus, on a déjà fait du beau travail avec les gens de la Ville. Ça l'a arrêté un petit peu, mais tout ça va reprendre. Ouais. Tout ça va reprendre en 21 parce qu'on a eu une bonne conversation avec M. Demers qui reconnaît vraiment qu'on a une place, puis ils peuvent se servir à travers nous, peuvent rejoindre le plus de gens possible. Puis il y a des projets, tu sais, je participe aux capsules historiques de Laval qu'on est en train de construire avec Alain Huppé, qui est réalisateur ici. Puis tu sais, justement, c'est
justement ces projets-là qui permettent de faire connaître l'histoire de Laval. C'en est qu'un de nombreux projets qui sont... Jeux du Québec, ouais. en 21 qui s'en viennent. On est en une bonne collaboration avec eux autres. On va travailler très fort. On avait déjà réglé l'ouverture, la fermeture, mais dans l'incertitude présentement, on ne sait pas comment ça va se faire. Par contre, il y a beaucoup de capsules qui vont être faites avec eux autres. On approche beaucoup la Chambre de commerce, par exemple, mais il y a des gens qui ne comprennent pas encore l'importance et la puissance de la télévision. La télévision reste encore aujourd'hui, avec la radio, le média qui rejoint le plus de monde. C'est vrai. C'est à travers la télévision. Puis on dit, le public cible... Tout le monde écoute la télévision parce que nos émissions se retrouvent sur YouTube. Exact. Nos émissions se retrouvent, on a des capsules qui s'en vont sur les Facebook, mais tout part d'ici. Puis il y a des retours. Absolument. Il y a des retours d'organismes, par exemple, communautaires, justement. Tout récemment, durant la période de novembre, quand on veut confectionner des paniers de Noël ou des campagnes de financement, ils nous ont dit à quel point leur passage ici a un effet bénéfique sur leur campagne pour, justement, aider les gens dans le besoin, notamment. Mais c'est ces gens-là qu'on veut... Le plus gros objectif pour 21, c'est le bouche à oreille. Il faut vraiment que les gens qui viennent ici disent qu'on existe, qu'on parle, et ça manque. Parce que comment veux-tu qu'on brille si les gens ne nous font pas briller? On est capable de faire n'importe quoi comme émission. On a vraiment un studio complètement génial. La régie est merveilleuse. Tout est génial ici. Mais maintenant, il faut en parler. Il faut en parler, puis il faut le dire à eux les autres. Puis on entend beaucoup que le communautaire a beaucoup de difficultés dans le moment. Passez à travers nous, passez avec nous, travaillons ensemble. Fait que les organismes qui nous écoutent actuellement, les gens là, qui... sont tous les bienvenus. Sont les bienvenus ici. Là. Absolument. Absolument. Nous, on cherche, on a Manon en haut qui fait des recherches puis qui essaye de rejoindre les mêmes gens. Mais à un moment donné, on a tellement d'organismes à Laval, là, on veut toutes les passer, puis on a une tribune pour ces gens-là. Ils viennent ici, puis avec toi, ils discutent des besoins. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Là. Exact. Puis là, il nous reste peu de temps, Eduardo, puis je veux quand même qu'on aborde le bingo. Ouais. Parce que c'est l'appui colossal des gens qui jouent au bingo. Ça, c'est une des façons d'appuyer votre TV Laval, justement. Absolument. Puis on se rappelle, on a eu énormément de problèmes avec le bingo, des poursuites. Tout est terminé. Cet été, quand on a fermé, quand la première vague. La première vague, on a dû fermer parce que le dépanneur était fermé, on pouvait pas. Mais on est quand même parti au tout début de à peu près 500 cartes, 500 joueurs qui jouaient à tous les dimanches. Maintenant, on frise souvent le 1000 joueurs, le 850, 900, 1000 joueurs. Faudrait aller comme nos télévisions d'à côté, Blainville, qui ont 1500, 2000 joueurs. Encore une fois, c'est le bouche à oreille. Il faut se parler, il faut dire que le bingo, c'est le meilleur rendez-vous anti-COVID qu'on peut pas avoir à Laval à tous les dimanches matins. Exactement. Puis là, durant en plus la période des fêtes, les gens vont être chez eux, vont avoir des heures à combler. Fait que je pense que c'est un des meilleurs appuis qu'on peut faire. Puis justement, pour continuer à offrir du contenu de qualité. Puis en plus, c'est les dimanches après cette excellente émission qui s'appelle Pour votre information. Absolument. À 9h et à 9h30 le matin. Un grand merci, Eduardo. Je te souhaite évidemment de joyeuses fêtes. Merci encore pour la confiance. Puis pour 2021, donc les projets sont omniprésents. En 2021, il faut que je vienne me rasseoir puis apprendre à savoir qui es-tu. C'est moi qui vais t'interviewer. On va savoir qui tu es exactement. Puis faites attention, le COVID, c'est sérieux, mais on est après passé à travers. T'as ton masque. J'ai toujours mon masque. Merci, Eduardo Dacosta, directeur général donc, de TV Laval. Et puis, évidemment, je vous rappelle, le bingo, appuyez le bingo TV Laval, l'information tvrl.ca pour tous les détails sur notre bingo qui est tous les dimanches 9h30. Nicolas Vincent Poirier, salut! Salut, Alex! Hey, mon cher, je t'ai sous-estimé comme étant un party animal. Je commence avec ça parce que Daniel, mon caméraman, lui, m'a dit qu'il a des belles histoires à nous raconter. Ce sera à la fin de cette chronique. Non, c'est pas vrai. Je vais pas déterrer des party animals. Non, mais pour vrai, on est festif en cette fin d'année, évidemment. Oui. Avec le cinéma, on pourra quand même voir et rattraper certains films qu'on n'a peut-être pas vus cette année. On est là pour en faire un bilan de l'année 2020, projeté 2021. Et justement, que doit-on tout d'abord retenir de 2020 côté box-office? Côté box-office, écoute, qui aurait pu penser que les deux films les plus rentables au box-office à travers le monde, ces deux films chinois qui ont rapporté respectivement 430 millions et 426 millions. Ton chinois, es-tu à point?
Non, absolument pas, malheureusement. OK. J'aurais aimé ça que tu me le nommes en chinois, mais bon. Non. Vas-y à la française. Le premier, c'est The 800 et l'autre, c'est My People, My Homeland. Je le dis en anglais. Tu le dis en canadien, finalement. C'est ça. Et je pense que personne n'aurait pu imaginer que le film le plus populaire au box-office, le film américain, c'est Bad Boys for Life. Personne n'aurait pu imaginer... Non, j'aurais pas pu non plus. Avec 420 quelques millions de dollars. Ils sont sortis au début de l'année, 2020. Là. Sortis au mois de janvier. Donc, un petit peu avant que tout ça commence. Ouais. Tenet est juste en dessous avec 361 millions. Est-ce qu'on peut dire, par contre, que sur le plan du box-office, des attentes, Tenet, pas nécessairement sur la qualité artistique, mais c'est probablement le flop de l'année? Ça a été sacrifié. Il fallait faire un test avec un film. Donc, Tenet, qui était... c'est pas basé sur une franchise. Donc, on détruit pas une franchise si le film fonctionne pas bien, quoique le film a tellement coûté cher à faire, et que finalement, il est juste à peine rentable. C'est très dommage. Mais loin des attentes qu'on avait mis en lui, la distribution... C'est sûr. Personne ne s'attendait à la COVID non plus. Non plus nécessairement. Mais justement, de 2020, on ne sait pas quand, au moment de se parler, il y aura une reprise dans les salles de cinéma, probablement dans les derniers à rouvrir ce pan de notre économie. Et justement... Oui, vas-y. Il y a une lueur d'espoir. En 2020, il y a eu... Pour nous, une très bonne nouvelle. Il y a le film Jusqu'au déclin, le premier film québécois mais ça, c'est qui est numériquement sorti sur Netflix. Oui. Oui, tout à fait. Mais tu sais, 21 millions de visionnements dans les 28 premières journées de la sortie du film. C'est dans le top 5 des films dont la langue originale n'est pas l'anglais. Top 5 au Canada. Donc... c'est quelque chose, c'est une très belle réussite. Et ça t'a fait aimer enfin un film québécois. Oui, mais j'aime le cinéma québécois. Très souvent là-dessus. Très souvent là-dessus. Je suis assez chauvin de nos films québécois. Tu le sais comment je trouve ça important. Mais je te taquine très souvent. Mais justement, je repositionne ma question parce que là, on voit, tu as mentionné Netflix. Évidemment, les nouveautés qu'on a pu se mettre sous la dent dans cette fin d'année, cet automne notamment, 2020, ça a été de façon numérique. Donc, on se projette en 2021. On ne sait pas dans un avenir approché quand on pourra aller de nouveau dans les salles de cinéma. Donc, si on parle de l'avenir, est-ce que par ce qui s'est tramé en 2020, l'utilisateur moyen, le cinéphile moyen, sera un peu moins enclin à retourner peut-être pour des craintes liées à la COVID, mais en même temps, en étant peut-être satisfait finalement de ce modèle de consommation en ligne devant son téléviseur pour les films? C'est le même principe que les restaurants. Je pense que c'est M. Guzot qui l'avait dit, ça, les restaurants. Il y a toujours... les restaurants existent, on a une cuisine, pourtant on va quand même au resto. C'est la même chose avec le cinéma. Je pense que ce qui va arriver avec le cinéma, c'est que les comédies, les drames, tout ce qui n'est pas visuellement spectaculaire... Des gros blockbusters, par exemple. C'est ça, va se ramasser directement en streaming, en location à la maison. Et pour tous les gros blockbusters comme, Tenet... Ça va avoir toujours une place au cinéma. Mais ça peut prendre un certain temps avant que ça revienne. Je suis pas sûr, moi, que les studios vont se risquer de sortir un gros blockbuster durant la première moitié de 2021 au cinéma. Parce que, avec Tenet, ce qui est arrivé, là, je pense que il n'y a pas un studio qui veut revivre ça. C'est sûr, mais en même temps, est-ce que, par exemple, un Wonder Woman 1984, qui finalement sera lancé durant la période des fêtes aux États-Unis sur HBO Max, et au Canada, finalement, on l'apprenait ces derniers jours à 29,99 $ de location. C'est pas encore sur quelle plateforme au moment de se parler, mais quand même déjà de gros blockbusters, justement comme ceux-là. Et même Denis Villeneuve, qui n'était pas très content d'apprendre que son film Dune sera aussi lancé. Est-ce que ça va pas toutefois amener une nouvelle stratégie aussi pour les gros Warner et les grosses compagnies? Oui, sauf qu'en même temps, on prend les méga blockbusters qui rapportent 1 milliard au box-office. Ça, c'est pas négligeable. Et des films comme Wonder Woman qui va sortir dans quelques jours d'ici, ça ne sera pas rentable pour eux. Il n'y a aucune façon que ce soit rentable. Peut-être qu'ils vont arriver juste dans leur argent, mais ils ne se feront pas des profits énormes comme si c'était au cinéma. Donc, en bout de ligne, c'est une baisse de profit pour eux. Oui, mais est-ce qu'en même temps, puis là, j'essaie de pousser plus loin la réflexion, parce que
On prend l'exemple justement de Wonder Woman 1984 qu'on va lancer sur des plateformes numériques ou des films qui étaient déjà à l'affiche avant qu'il y ait reconfinement, par exemple, cet automne. Je prends l'exemple d'un film québécois du nom de La déesse des mouches à feu qui avait un super succès, était très populaire. Beaucoup de gens étaient allés le voir. Beaucoup de gens aussi anticipaient d'aller le voir. Mais là, les créateurs puis la distribution ont dit on va le relancer. Un coup qu'on pourra relancer les cinémas, on va le remettre à l'affiche. Mais en même temps, je me dis que ça sera quasiment impossible parce qu'il y aura tous les films qu'on avait repoussés, qu'on avait reconduits pour plus tard vont prendre la place. Puis les budgets de promotion ont été déjà dépensés. Il y a plusieurs choses là-dedans. C'est que, premièrement, ces films-là, bon, ils vont sûrement se ramasser si ce n'est pas déjà fait en location. Donc, ils vont déjà récupérer une partie de l'argent. Et ça arrive des fois au cinéma qu'on sorte un film, je sais pas, Back to the Future, on le ressort dans une salle ou deux. Et c'est arrivé pendant la pandémie que des films comme Ghostbusters, le premier, soient ressortis au cinéma. Et ça a eu un bon box-office quand même. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ces films-là, comme Wonder Woman, par exemple, sortent au cinéma quand tout va recommencer lentement à être à la normale parce que ça ne sera pas quelque chose de très risqué. Puis il y a peu de gens peut-être qui vont l'avoir vu aussi encore là. C'est ça. Mais par contre, là, c'est à grand déploiement parce que c'est des films hollywoodiens. Mais là, je parlais d'un film québécois comme La déesse des mouches à feu. Par contre, dans des films plus nichés ou dans un écosystème comme québécois ici, déjà que nos films, c'est difficile de faire les frais. C'est peut-être plus difficile. Bien, je prends, admettons, les cinémas, j'ai des gros cinémas, bon, il y a quoi, une dizaine de salles. Il faut les remplir, ces salles-là. C'est bien beau mettre toutes sortes de vieux blockbusters. Je suis persuadé que, il faut consommer local. Donc, je suis persuadé que les cinémas vont faire leur part aussi et vont mettre à l'affiche des films québécois. De toute façon, il n'y aura plus de nouveautés au cinéma pendant un bon bout de temps. Vu de même, c'était un très beau point d'horizon. Nicolas Vincent-Poirier, merci, de joyeuses fêtes! Bien, toi aussi, Alex, et bon joyeuses cinéma. Fêtes. Merci. Et bon sapin des boules! Merci. Très content de l'accueillir. D'ailleurs, vous le voyez à l'écran, il est donc l'auteur de ce livre, L'imposteur culinaire, chef et entrepreneur, tome 1. Et on le joint tout de suite, il est avec nous. Salut, Mathieu Maurice. Salut, merci de me recevoir, c'est gentil. Bien plaisir. Hey, je me disais, puis je réfléchissais à ça avant qu'on se parle aujourd'hui, est-ce que pour l'imposteur culinaire, c'est pour te donner le droit de manquer tes recettes? Ah, c'est exactement ça. Moi, en étant l'imposteur, j'ai le droit de faire des erreurs. Et d'ailleurs, t'en fais souvent des erreurs? Ça arrive des fois que j'en fais, mais ça paraît pas dans le livre. Non, c'est ça. Non, t'as bien camouflé ça. Avec les belles photos qu'on a là, on y croit que t'as un bon talent, que t'as pas été un imposteur pour nous présenter ces recettes-là. D'ailleurs, si je comprends bien, c'est un peu avec tes 40 ans que tu viens tout juste d'avoir, que tu as eu une espèce d'épiphanie pour faire ce livre-là. C'est quoi? C'est la crise de la quarantaine, mais qui est arrivée? En fait, maintenant, j'ai 41. Ce qui est arrivé, moi, c'est qu'au mois de janvier, j'ai commencé à manger keto. J'ai commencé à publier un peu mes recettes dans des groupes keto au Québec. Puis, c'est devenu super populaire. Je me retrouvais avec des 2-3 000 likes, des 400-500 commentaires. Puis, j'écrivais aussi les recettes en humour un peu. Puis là, les gens, ça fonctionnait. Puis, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'a écrit en privé. Elle dit, écoute, il y a quelque chose qui se passe alentour de ce que tu fais. Puis, elle dit, je pense que tu as ton avenir entre les mains. Puis là, moi, ça m'a donné un petit peu le coup en disant, écoute, il faut que je fasse quelque chose avec ça. J'ai rencontré un de mes amis qui a une boîte web. Puis il dit, voyons, Mathieu, ça fait longtemps que je te vois aller en avant de l'écran, aller en avant des gens. Puis écoute, montrer ta bouffe, ça fait longtemps que tu fais ça. Tu es quand même un bon cuisinier. Et puis là, j'ai dit, écoute, go, on part le projet. J'ai trouvé le nom de l'imposteur culinaire. J'ai une grosse équipe d'environ 15 alentours de moi pour partir le projet, pour travailler alentour, pour faire les photos que vous voyez. Tu sais, parce que l'imposteur, c'est oui le livre, mais c'est oui des émissions de cuisine, c'est oui des plateformes. Ouais. Et puis, c'est le tournant de ma vie. Tu sais, moi, c'est ce que j'ai le goût de faire maintenant. J'ai le goût de vivre de ma passion pour la communication, pour la bouffe. Je me sens sur mon X pour la première fois dans ma vie. Et puis, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Puis ça se ressent autour. Les gens le ressentent aussi. Puis c'est vraiment, vraiment le fun.
Ben oui, puis d'ailleurs, parce que là, tu l'as dit, ça serait ça, puis quand tu as dit j'ai des milliers de likes, c'est clair, là, je vois les réactions des gens qui sont vraiment là, nombreux au rendez-vous, autant pour l'achat du livre qu'il y a des réactions sur tes blogs, sur les plateformes dont tu es le maître d'œuvre. Et d'ailleurs, pourquoi keto? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ce régime-là, autre de perdre du poids peut-être? Bien, moi, j'ai perdu une trentaine de livres avec le régime keto. Et puis ensuite, j'ai réglé des problèmes de digestion que j'avais. J'avais des problèmes de haute pression, je n'en ai plus. Moi, je me sens bien, je me sens toujours énergisé, j'ai toujours de l'énergie. J'ai pas de baisse glycémique durant l'après-midi. Je me sens toujours bien. Fait que moi, je me sens bien dans la façon de cuisiner, puis ça me ressemble aussi. C'est plus une nouvelle façon de manger réellement qu'un régime. C'est ce que j'ai voulu démontrer avec le livre de recettes, c'est d'amener ça complètement ailleurs. Puis vous regardez le livre, puis vous ne vous sentez pas dans un régime, mais comme pas en tout. Non, c'est ça, parce que tu nous proposes des desserts, tu nous proposes, l'extase.v que je viens de voir, la trappe choco. C'est débile. Ben, c'est vraiment bon. Et donc, dans le fond, toi, tu voulais vraiment que les gens aient du plaisir, non seulement à cuisiner, mais à manger aussi. Oui, puis quand on mange, lorsqu'on fait à manger, le plaisir vient d'abord des yeux. Alors, j'ai voulu démontrer que manger keto, c'était aussi super beau. Tu sais, les images parlent d'elles-mêmes, puis tous les textes sont écrits drôles. Il y a tout un petit bout d'humour dans chaque texte. Moi, j'avais le goût d'amener quelque chose de complètement différent, d'amener quelque chose qui n'existe pas. Parce que, tu sais, avec ce qu'on vit présentement, la pandémie, le COVID, c'est le fun d'arrêter 3 minutes sur une page d'un livre de recettes, d'avoir le goût de rire, d'avoir le goût de sourire, même si on ne veut pas faire cette recette-là. Fait que moi, j'avais le goût d'amener ça aux gens. J'avais le goût de leur faire découvrir quelque chose de complètement nouveau, de complètement ailleurs. Puis de pas le laisser ça à la table. Tu sais, pas de laisser un livre de cuisine traîner là, quand il arrive quelqu'un, là, juste pour montrer, regarde, là, en apparence, là, je fais ça. Non, toi, tu voulais que les gens aient de la parole aux actes. Puis d'ailleurs, est-ce que tu parles de manger, puis bon, il y a un retour sur la santé, l'économie aussi, de manger, puis de soi-même cuisiner. Et toi, tu l'as senti aussi quand on a demandé aux gens, il y a ce retour à la terre, ce retour à faire notre pain qu'on a vu durant la COVID. Toi, tu l'as vu, j'imagine, le retour aussi, ça a été palpable. Ben oui, exactement. Puis tu sais, avec un régime comme ça, avec une nutrition keto, ça te porte à cuisiner plus. Puis moi, j'ai voulu aussi amener les produits locaux dans le livre. C'est super important. Les fromages, c'est des fromages québécois. J'ai une Artist in Residence ici à Gatineau où est-ce qu'on a fait une photo. Les photos dans mon livre de recettes, c'est toutes des photos locales. J'avais le goût de montrer ma région aussi aux gens. Puis c'est super important. Puis je pense qu'avec la pandémie, avec ce qui se passe, le confinement, on découvre que manger local, encourager les gens d'ici, c'est hyper important. Ouais. Puis oui, je le sens vraiment beaucoup avec ce que je reçois parce que, tu sais, les plateformes, moi, autres que le livre, Facebook, puis tout, les gens sont vraiment engagés beaucoup, ça bouge beaucoup. Tu sais, on est rendu à 25 000, à 23 000 personnes en l'espace de 4 mois. Tu sais, tu vois que ça fonctionne super bien, un beau buzz alentour. Oui, ça explose littéralement, puis il y a ta personnalité qui est là, évidemment, ton talent de vulgarisateur, ta bouille sympathique, ça aide quand même, des petits yeux bleus de même, tu sais. Mais au-delà de ça, aussi, pour toi, parce que là, il y a un tome 1, là, j'ai l'impression que tu pourrais en faire un tome 2, un tome 3. Es-tu, là, je te devance, je suis un futuriste, mais là, regarde, es-tu en train de penser à ça pour 2021? Tu sais, quand tu vas dire la bonne année, là, dans tes souhaits, tes vœux, ça va-tu être ça? Bien, écoute, moi, j'ai commencé 2020 sans savoir que c'était pour arriver, tu sais. L'imposteur culinaire est né au mois de mai. Au mois d'août, on a parti le site web en grande pompe. Le 22 juillet, on a pris la première photo du livre de recettes de l'imposteur culinaire que tu vois ici. Et le 15 octobre, les premiers exemplaires étaient envoyés partout au Québec avec de la prévente. Je n'étais pas connu, personne ne savait j'étais qui il y a 4 mois de ça. Qu'est-ce que l'année 2021 nous réserve? Moi, je ne sais pas. J'en ai une bonne idée, mais c'est sûr qu'il y a plein de choses sur la table, puis il y a plein d'idées. Puis, écoute, à toutes les semaines, depuis le début du projet de l'imposteur culinaire, il y a toujours des belles choses qui se passent. Fait que j'ai juste hâte à 2021. Et ben j'ai hâte aussi. Là, il nous reste à peu près 1 minute. Fait que je te mets déjà la pression, mais en 1 minute, ta recette préférée dans ce livre-là qu'on doit absolument goûter quand on achète ton livre. Le mac and cheese de chou-fleur, le collie and cheese, c'est une des recettes les plus populaires. Sinon, le gâteau crêpé à la fin en dessert, c'est juste débile. C'est de la décadence. Vous ne verrez pas la différence avec ce que vous étiez habitué de voir avant. Puis vous allez faire « Oh non, c'est impossible que je mange aussi bien que ça en keto. » J'achète le livre, j'en achète des dizaines de milliers de copies.
Certainement. Puis je vais aussi dire à Daniel qui tient la bedaine actuellement, mon fameux caméraman, parce qu'il me dit « Ah, je pense que je vais prendre ça, moi aussi, le keto. » M'a utilisé toutes les valeurs de Mathieu Maurice, soit dit donc, évidemment, avec l'imposteur culinaire. Je te souhaite de joyeuses fêtes, mon cher, puis que tu nous amènes un tome 2 rapidement. Bien, merci, puis joyeuses fêtes à vous aussi et à tous vos auditeurs. Merci beaucoup. Merci pour l'entrevue. Notre experte fitness Isabelle Dominique-Cros, que vous pouvez suivre d'ailleurs sur nos ondes dans les capsules, donc que vous pouvez retracer aussi sur notre site tvrl.ca, soit 2 temps 3 mouvements, a rencontré la journaliste et justement passionnée d'entraînement Anne-Lovely Étienne. Alors aujourd'hui, je vous parle de l'importance de bouger pour la santé et je voulais le faire dans une formule un peu différente de ce que je fais normalement. Alors c'est à mon tour de poser les questions à des invités inspirants que je choisis. Anne-Lovely Étienne, c'est la deuxième qui fait partie de cette série de gens que je trouve inspirants, qui réalisent des belles choses du côté personnel et professionnel. Et je trouve qu'il y a un lien à faire entre l'activité physique et comment on prend soin de soi, on établit des objectifs, on les atteint et on brille, tu sais, dans les différents milieux dans lesquels on a envie d'évoluer et de se voir progresser. Alors, bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Anne-Lovely, comment ça va? Allô! Ça va bien, vous autres en studio, comment ça va? Ça va bien, on est chanceux, je me trouve privilégiée en 2020 d'avoir les opportunités qu'on a. Je trouve que je suis remplie de gratitude en 2020 malgré tout ce qui se passe et probablement parce que tout ce qui se passe avec la COVID, je trouve que tous les petits moments de bonheur, je les remarque et je sais, bien là, je suis toute seule en studio, alors je respecte évidemment les consignes et tout ça et c'est super important de le faire, mais je me trouve privilégiée de pouvoir continuer à travailler d'une manière ou d'une autre et de réinventer aussi les façons de passer les gens en entrevue, notamment via Skype, via Zoom. Et voilà, et je trouve que c'est le fun de pouvoir parler à quelqu'un comme toi parce que tu brilles dans l'industrie depuis presque 10 ans maintenant, tu fais ce que t'aimes, t'es une fille active, t'as plein d'énergie, t'es positive, t'es optimiste, alors t'es le symbole, tu sais, de quelqu'un qui a réussi, qui continue à réussir. Alors, peut-être en temps de COVID, bon, tu as eu peut-être des obstacles, des changements, mais dis-moi, comment tu fais pour être aussi productive et surtout, comment tu fais pour être si confiante? Moi, c'est ça que j'admire quand je te vois aller. Je suis comme, wow, cette confiance incroyable. Écoute, Isabelle, 2020, ça a vraiment été une année d'introspection, je pense, pour tout le monde et je n'ai pas été une exception à ça du tout. Ouais. Tu sais, tu parles d'énergie, tu parles de productivité. C'est vrai qu'avant la pandémie, j'étais le genre de personne que la minute dont je me réveillais, j'avais une routine, c'est-à-dire qu'il fallait que je fasse une revue de presse vraiment exhaustive. Après ça, j'allais m'entraîner. Après ça, je mangeais. Ouais. Après ça, j'écrivais pour toute la journée. Et là, rendu à 5 heures, je sautais dans la douche et là, je partais pour mes 12 événements que je devais couvrir. Ma journée commençait à 6 heures et elle se terminait à 10 heures le soir. Wow! J'ai pas d'enfant, écoutez. Je vais juste le préciser, mais ma vie était un réel tourbillon avant la pandémie. Anne-Lovely, comment l'échec a fait partie de tes réussites? Bien, moi, les échecs aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je trouve que les échecs ont été un très beau cadeau. C'est vrai, hein? Un cadeau de la vie. Oui. Ouais. Ça a été un magnifique cadeau parce que j'étais capable de me dire, OK, j'ai eu un nom, par exemple, pour devenir chroniqueuse pour une émission de télé. Ouais. Bon, mais je vais essayer de partir de mes propres choses. Je vais parler de mes propres choses sur mes réseaux sociaux. Il n'y a personne qui va vouloir me dire, ben non, Anne, tu n'as pas le droit de parler de ce qui te tient à cœur sur tes propres réseaux sociaux. Fait que ça me poussait à me vendre moi-même. Et c'est de là aussi que j'ai eu beaucoup de succès sur mes propres plateformes. Tu sais. Je pense que les échecs nous permettent de mieux nous retrouver en tant que personne. Et tu sais, ce qu'on appelle le purpose, l'objectif de vie, mais les échecs renforcent ça, je pense. On se pousse à le trouver, ça. C'est vrai. En tout cas, ça a été mon cas, mais je pense que c'est le cas de plusieurs personnes. Oui, vraiment. Surtout dans l'industrie dans laquelle on est, là, une industrie dans les médias
où est-ce que beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, là, si on peut dire ça comme ça. Donc, ces échecs-là, ces non-là, ces portes fermées-là, ben ça nous permet de nous dire, OK, c'est pas grave, on va travailler sur nous-mêmes. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça nous permet d'avoir des perspectives différentes, tu sais. C'est vrai, tout à fait d'accord. Puis même que j'enchaînerais en te disant, c'est exactement ce que moi je trouve pour ma propre carrière. Et j'ai toujours trouvé qu'à chaque fois que j'avais un non, ça me donnait une petite énergie additionnelle pour tendre une perche encore plus grande que ce que j'aurais osé faire si on m'avait accordé ce que je souhaitais. Puis un non, souvent, c'est comme, ah ouais, tu penses que je peux pas faire ça? Ça me donne cette énergie additionnelle pour me dire, OK, peut-être que je suis pas prête encore, mais attention, je m'en viens, je vais me préparer. Oui, puis c'est vrai qu'en même temps, tu sais, on produit nos propres contenus, puis quelle liberté, tu sais, de pouvoir faire ça en 2020, tu sais, que d'avoir le contrôle ultime sur notre image, sur ce qu'on décide de mettre, tu sais, sur nos pages et aussi les messages qu'on a envie d'envoyer. Tu sais, moi, j'aime beaucoup envoyer des messages positifs, pas trop de comparaison, pas de « regardez-moi ce que je fais moi », beaucoup « hey, toi, qu'est-ce que je peux t'apporter à travers ce que moi, je suis en train de vivre », puis je pense que c'est pareil pour toi. Bien, les échecs, tu sais, c'est pour avoir pensé à des... Tu sais, j'ai eu des noms, par exemple, où, tu sais, au journal, je voulais justement devenir une chroniqueuse, OK? Je voulais faire des textes d'opinion. Au début, on me disait, bon, ben ton écriture, il faut que tu travailles à Neuvy. Puis, tu sais, j'avais comme toujours l'impression que c'était un nom. Mais dans le fond, ce nom-là, c'est parce que j'étais pas rendue là. Oui, c'est vrai. J'avais peut-être pas la maturité ou l'expérience pour le faire. Et aujourd'hui, là, je l'ai, là, je ressens le besoin. Puis, bizarrement, l'univers a ouvert la porte. C'est vrai. Il faut vraiment le voir comme ça. Oui. Puis en parlant de porte ouverte pour 2021, qu'est-ce qui s'annonce pour toi? Qu'est-ce que tu as envie d'avoir? Qu'est-ce que tu as envie d'accueillir? Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on souhaite pour 2021? Ben, écoute, je suis présentement beaucoup dans l'écriture, mais c'est ça que je disais. Là, maintenant, je suis chroniqueuse de textes d'opinion sur des sujets d'enjeux, d'actualité. Je me sens beaucoup plus engagée. Je veux m'investir surtout à une cause qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire la diversité culturelle dans les médias. Ça, c'est numéro 1. Et numéro 2, c'est aussi le Black Lives Matter, aussi d'encourager beaucoup les entrepreneurs issus de la communauté noire de Montréal. Et je me fais un devoir, en fait, c'est que cet été, j'avais organisé un tout petit événement pour remettre de l'argent à des organismes qui aident ces communautés-là. Et là, l'année prochaine, je vais faire quelque chose de plus gros, si la COVID nous le permet, bien sûr, si les vaccins arrivent à temps au Canada. On va se croiser les doigts, mais de façon générale, je veux être beaucoup plus engagée. Je veux avoir cette voix-là dans les médias pour avoir un monde meilleur, tout simplement. Tellement. Je pense que c'est vraiment ça, mon objectif. Oui, tellement une belle chose à envoyer à l'univers pour la fin 2020 et début 2021. Merci infiniment d'avoir été là. Merci d'être la personne que tu es. L'énergie que tu dégages est incroyable. Alors, je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt, peut-être en vrai. Bisous. Oui, peut-être j'ai hâte. On a-tu hâte? Oui, bye. Tellement. On a tellement hâte. Voilà, ben c'est notre dernière de l'année 2020. Je vous souhaite vraiment de la douceur et quand même de temps réjouissant malgré tout et surtout du temps et encore du temps, de la lumière dans vos yeux également puis dans ceux de vos proches avec beaucoup d'amour pour le temps des fêtes. On se retrouve donc en 2021 avec grande joie. Je remercie toute l'équipe, puis vraiment encore une fois, ils ont travaillé très fort cet automne. Daniel à la caméra, Manon à la recherche et Alain à la réalisation. Supportez votre TV locale. On en a parlé un petit peu plus tôt avec Eduardo. Ça passe par notre bingo. 2500 $ la carte pleine. 3500 $ à gagner au total pour le bingo TV Laval tous les dimanches, 9h30. Et moi, je vous dis à très bientôt. De joyeuses fêtes.